Pourquoi les chasseurs de chars ont-ils disparu après la Seconde Guerre mondiale? Les chasseurs de chars ont été parmi les blindés les plus influents de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, pendant ce conflit, plus de 10 500 Stug et 3 ont été produits dans toutes leurs variantes. Ce qui, comparé aux 5 774 unités produites de son design frère, le Panzer III nous montre une différence abyssale et nous indique la grande influence que ces véhicules ont eue sur ce conflit. Bien que le Stug G3 était en réalité un canon d'assaut, non. Un chasseur de chars, mais il a été largement utilisé pour cette dernière fin, en raison de son apparente grande utilité pour cela. Au cours de ces premiers mois, il y a eu des cas où de petits groupes de Stug J3 battaient de grands groupes de blindés soviétiques avec presque aucune perte. Pourquoi? Alors qu'ils étaient même plus produits que les chars et parfois même plus efficaces, les chasseurs de chars et les canons d'assaut ont-ils presque disparu jusqu'à ne presque plus exister aujourd'hui? Est-ce parce qu'ils ont cessé d'être efficaces ou pour une autre raison plus compliquée? Dans cette vidéo, vous obtiendrez toutes les réponses à ces questions. Comme tout dans le monde militaire, le chasseur de chars est né en réponse à un besoin, dans ce cas pour économiser et réduire les coûts. Le premier chasseur de chars a été inventé par les Allemands au milieu des années 30, dans une tentative de moderniser les Panzerhymen, qui étaient déjà inefficaces à ce moment-là, et qui ont été utilisés lors de l'invasion de la Pologne et de la France. Leur armement principal consistait en deux mitrailleuses, MG-34. Pour leur donner une utilité supérieure, ces chars ont été équipés d'un canon anti-char Skodak de 4,7 cm, ce qui leur a valu le nom de Panzerjäger A. Ces derniers ont très bien performé lors de la bataille de France et ont bien sûr continué en Afrique du Nord. Le concept de chasseur de chars a été très bien reçu par le haut commandement allemand, considérant bien sûr que ces blindés étaient fabriqués à partir des châssis des Panzer peints, qui de toute façon allaient être retirés car ils étaient déjà inefficaces. Des blindés comme le Marder II sont des exemples de la façon dont les Allemands essayaient de recycler de manière extensive leur équipement. Même ces Marder II ont été fabriqués avec des canons soviétiques capturés. Les Allemands ont réalisé le potentiel de ces blindés, car ils avaient la capacité de détruire des chars, et étaient absurdement bon marché à produire. De cette façon, ils donnaient une seconde vie à des blindés qui étaient sur le point de devenir obsolètes. Mais ils ne pouvaient produire ces véhicules que de manière limitée, car il n'y avait évidemment pas un nombre infini de châssis de Panzerpyramide ou d'équipements militaires capturés. Donc à la fin des années 30, ils ont décidé de se concentrer sur un design expérimental, basé sur le châssis du Panzer II, le Stug 3, qui a été initialement conçu comme un canon d'assaut, pour soutenir l'infanterie contre des positions fortifiées, qui, en 1940, verrait ses premiers combats sur le front oriental contre l'Union soviétique. Ayant apparemment une grande performance en tant que chasseur de chars, on attribue au Stug-3 la destruction de plus de 30 000 véhicules ennemis au total. C'est probablement le chiffre le plus élevé de l'histoire. En fait, une chose très curieuse à propos des Stug 3 est que 57 d'entre eux ont été cédés à la Finlande. Et pendant tout le conflit contre l'Union soviétique, la Finlande n'a perdu que 8 Stug 3. Ces groupes de Stug 3 ont détruit plus de 87 véhicules blindés soviétiques. Et la plupart de ces 8 Stug 3 détruits l'ont été par leur propre équipage pour éviter qu'ils ne soient capturés. Le haut commandement allemand, en observant l'excellente performance du Stug 3 comparé bien sûr à son coût de production, a décidé de créer des versions de chasseurs de chars spécifiquement conçues pour cette tâche, dans le but de produire des blindés moins chers et capables de faire face efficacement aux chars ennemis, donnant naissance à une série complète de chasseurs de chars comme les Jagdpanzer, basés sur le châssis du Panzer IV et qui était en fait une demande directe du général Guderian. Dans le cas du Jagdpanther, le châssis était basé sur celui du Panther. Aussi dans le Tiger, dans le cas des Jagdtiger, ou même des chars tchèques, comme c'est le cas du Elser, spécifiquement conçus pour équiper les célèbres bataillons anti-chars allemands. Grâce à ces blindés, les Allemands ont pu résister beaucoup plus longtemps dans le conflit, car ces véhicules étaient considérablement moins chers à produire que les chars n'ayant pas de tourelles mobiles, en plus d'augmenter considérablement leur fiabilité, et d'avoir bien sûr un profil plus bas que les chars conventionnels. Les soviétiques, bien sûr, ne seraient pas en reste,
Ils ont conçu à partir des efficaces T-34, les Su-85, avec des canons de 85 mm, et les redoutables Su-100, avec des canons de 100 mm, en plus des modèles ISU 122 et ISU 152, ce dernier portant un monstrueux canon de 152,4 mm, et qui partageait des composants avec le char lourd IS-2. La doctrine soviétique était définitivement plus intéressante, ayant des chasseurs de chars avec des canons vraiment redoutables, spécifiquement conçus pour le travail. Cependant, ils ont été significativement moins produits que les modèles allemands, mais ils ont eu une excellente performance, de la même manière. À la fin du conflit, en 1945, plus de 40 000 chasseurs de chars avaient été produits par tous les belligérants, laissant évidemment beaucoup de restes. La technologie des chars avait progressé à pas de géant. Pendant le conflit, grâce à l'effort de guerre, et dès les années 50, des améliorations importantes sont apparues dans la suspension des chars, le canon, et plus substantiellement, dans l'armure, avec l'apparition de modèles de chars qui étaient abysmalement supérieurs aux chars de la Seconde Guerre mondiale. Le développement de moteurs plus puissants, de meilleurs systèmes de suspension et d'armures composites plus légères au début de la guerre froide a permis à un char de combat d'après-guerre d'avoir la puissance de feu d'un superchar lourd, la protection d'un char lourd et la mobilité d'un char léger tout en ayant le poids d'un char de combat moyen de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi les armées, ayant la technologie, ont choisi de concevoir des chars qui connaissaient tous les rôles des véhicules blindés de combat, ou une grande partie d'entre eux, créant le concept de char Mine Battle Tank ou char principal de bataille, réduisant le besoin d'avoir un type de blindé pour chaque rôle. Dans le cas des chasseurs de chars, ceux-ci ont disparu, le char Mine Battle Tank ayant remplacé le besoin d'un blindé destructeur de chars, rendant celui-ci inutile. Les chasseurs de chars ont évolué pour répondre aux nouveaux besoins, plutôt que de disparaître. Après les années 60, grâce aux avancées en matière d'armement liées à l'amélioration des projectiles et à l'invention des missiles guidés, n'importe quel blindé pouvait avoir la capacité de détruire des chars sans problème, réduisant ainsi le besoin d'avoir un type spécifique de blindé destiné à détruire des chars. Par exemple, nous avons de nombreux véhicules de transport de personnel blindés équipés de missiles anti-chars, comme les Bureau of Geographic Names, 71 tube-launched, optically tracked, wire-guided. Cependant, malgré tout cela, certains modèles de chasseurs de chars ont continué à être produits dans le monde entier. Par exemple, nous avons le B, un Centauro italien à roues, et un canon de 105 mm, ou les ateliers de construction de maisons Alfort, 10 RC français qui ont également des roues, et un canon de 105 mm. Et bien que les chasseurs de chars, tels que nous en souvenons, aient disparu, il ne fait aucun doute qu'ils sont parmi les véhicules les plus énigmatiques et mémorables de l'histoire militaire, et ont laissé leur belle marque dans l'histoire.